portant modernisation des DARA. Le document de référence ficelé à travers un recensement national fait partie d'importants points non inclus dans le texte. Selon la Fédération, il s'agit de la non prise en compte des principes qui fondent le DARA sénégalais. Le ministre promet de consulter le document. Les précisions d'Elhadj Moussa Bey. Il faudra encore attendre pour voir la matérialisation du projet de loi portant modernisation des écoles coraniques. En effet, les acteurs du domaine sont toujours dans un processus de concertation avec le gouvernement autour du document, objet de nombreuses objections. Rejetant le projet, la Fédération des associations d'écoles coraniques a déposé un document de référence. Nos aspirations. Le document remis au ministre est un travail réalisé au bout de 2 mois à travers un recensement national. Il fait part d'importants points non inclus dans l'offre du gouvernement. La Fédération pense qu'il est primordial de prendre en compte si l'État tient à une modernisation des écoles coraniques. Donc ce document est précieux et si vraiment il est pris au sérieux, il est pris en compte, nous sommes persuadés que nous pouvons vraiment entamer un processus de réforme globale, consensuelle. Le ministre qui a reçu le rapport d'amendement a salué la démarche de l'entité. Il a donné des gages quant à son examen. Le document venant d'être remis au gouvernement, qui a reçu aussi des contributions d'autres acteurs et partenaires du sous-secteur, nous allons demander à nos services techniques de convoquer rapidement un atelier national entre tous les acteurs, tous ceux qui ont des idées, pour que dans la transparence, on puisse discuter des différentes contributions en vue de finaliser les textes de loi et de décrets sur les DARA. Tous les amendements reçus dans le cadre par l'inspection des DARA du ministère feront l'objet d'une synthèse complète. Elle sera présentée dans un atelier qui réunira tous les acteurs du domaine pour ensemble trouver des solutions à l'amélioration du projet. Elhadj Moussa Bey, le ministre de l'Éducation nationale, précise qu'il n'y a aucun non-dit dans ce projet de loi. Serigne Mbaye Thiam confie que ce document ne cherche pas à combattre l'enseignement coranique. Il invite les acteurs et maîtres coraniques à éviter de soulever ce genre de réaction. Selon lui, seule la volonté de réformer les DARA ne change pas, mais tout le reste doit faire l'objet de concertations inclusives pour une meilleure approche du projet portant réforme des DARA, suivant ses explications. Retenons que chacun d'entre nous veut une amélioration de l'école coranique sénégalaise. Ce qui n'est pas bon à émettre dans les discussions, c'est de soutenir que telle ou telle personne cherche à combattre l'enseignement coranique ou la religion islamique. Nul autour de nous ne cherche une telle chose. Seule notre volonté de moderniser l'école coranique ne change pas, mais les points de vue peuvent diverger et on est appelé à concerter pour y apporter des solutions. Éducation, toujours, le QSEMS et le Grand Cadre ont décidé de bouder les classes ce vendredi. Ils martèlent qu'ils entendent poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le coordonnateur du Grand Cadre soutient qu'ils sont en droit de procéder à la rétention des notes. Ces enseignants étaient en assemblée générale à Saint-Louis. Mamadou Lamine Dianté demande au gouvernement de prendre ses responsabilités face à la communauté internationale. Il s'exprime au micro de Gambi Diagne. Nous en profitons également pour informer l'opinion d'un certain type de discours qui est en train d'être tenu par des personnes à qui nous considérons qu'on n'a plus de respect, en faisant croire que la rétention des notes est illégale. Or, il n'y a aucun texte de loi, aucun décret, pas même une circulaire qui interdit la rétention des notes. C'est une forme de lutte qui a été imaginée par les syndicats pour que nos actions impactent très peu négativement sur les élèves et impactent très peu sur les progressions dans les classes. Nous faisons les évaluations normalement avec les élèves. Nous présentons le corrigé de nos devoirs en classe. Nous rendons compte aux élèves de leur performance en leur communiquant leurs notes. Mais nous ne transmettons pas ces notes à l'administration. C'est ça la rétention des notes. Si aujourd'hui cela met les autorités dans une position inconfortable, qu'elles s'en prennent à eux et non aux enseignants. Et cela est d'autant plus poignant qu'ils sont aujourd'hui en train de verser eux-mêmes dans l'illégalité. Parce que les demandes d'explication, les mises en demeure qui sont servies à tour de bras aux enseignants, non seulement ne peuvent pas prospérer, mais c'est une violation du droit syndical.
Et au Sénégal, nous ne sommes pas en cercle fermé. L'opinion internationale est en train de voir la violation du droit syndical par le régime du président Macky Sall. S'ils peuvent en assumer la responsabilité, évidemment, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec eux. Au chapitre politique, réponse du berger à la bergère, les démocrates réformateurs ne se sont pas fait prier pour apporter la réplique au coordonnateur du PDS. Omar Sarr a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour demander l'exclusion de Modou Diagne Fada de l'hémicycle. Massamba Thioro-Sall est le porte-parole des démocrates réformateurs. Il soutient plutôt qu'il ne compte pas bouger d'un iota. Nous l'écoutons au micro de Mansour Sow. Accepter ce que le PDS dit, on n'a pas été encore saisi, c'est accepter le diktat des partis politiques sur les députés qui sont investis par le parti, mais choisis par le peuple sénégalais. Et le faire, le président Fada avait donné l'exemple de Aïssata Tall Sall, aujourd'hui, qui n'est pas en mesure de s'entêter avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et si aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar avait pris sur elle d'exclure Madame Sall, elle n'allait pas démissionner. Ça allait créer un précédent juridique. Il ne s'accroche à rien du tout, le président Fada. Mais il veut que les choses soient remises en l'état. Il faudrait que nous tous, que nous nous soumissions aux lois et règlements de ces pays. L'article 60 parle de démission. Là, nous sommes dans un cadre d'exclusion et nous ne pouvons pas accepter. Le parti dans son ensemble soutient le président Fada et nous avons tenu des réunions par rapport à cette question parce que nous vivons dans une démocratie interne dans ce parti et le parti a décidé et a donné mandat au président Fada de maintenir son poste de député et d'être légaliste. Je l'ai annoncé en titre, le Haut Conseil de l'emploi réactivé, une décision annoncée par le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil interministériel consacré à la création et la politique de l'emploi. Le prétexte pour la rédaction de faire le tour de quelques écoles de formation professionnelle à la Médina. Ces établissements conçoivent-ils des politiques capables d'insérer leurs diplômés dans le milieu professionnel ou les étudiants bénéficient-ils d'une bonne formation? Sont-ils opérationnels une fois leur sésame en poche? Élément de réponse avec Lustina Senya. Au Sénégal, certaines écoles de formation n'attendent pas que l'État insère leurs étudiants dans le marché du travail. Ils se débrouillent tant bien que mal pour trouver des stages à ces derniers. Nos étudiants sont préparés suivant de bons programmes et ensuite on leur fait la pratique de l'entreprise directement opérationnelle. En fait, ce sont les responsables de ressources humaines qui les recrutent directement, qui les placent en stage. Maintenant, pour le recrutement à proprement parler, nous, on leur donne des outils. C'est-à-dire qu'on leur enseigne des modules d'adaptation au niveau des entreprises. Cet étudiant fait partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir intégré le marché de l'emploi. Il explique son insertion. Bon, là-bas sur place, par exemple, durant mon premier stage, c'était avec une ONG. Bon, là-bas aussi, j'ai trouvé des gens trop ouverts sur place qui m'ont beaucoup accompagné même, qui m'ont permis de découvrir exactement le monde professionnel, puisque c'était mes premiers pas dans le monde professionnel. Dans notre pays, le taux de chômage est à 13,4% et 48% des demandeurs d'emploi sont sans diplôme, selon le Premier ministre. Une statistique qui amène l'opinion à se poser la question à savoir pourquoi les jeunes ne disposent plus d'assez d'outils pour intégrer le monde du travail dès la fin de leur formation. Il y a une floraison d'écoles de formation au niveau du Sénégal. Est-ce que les professeurs qui sont recrutés au niveau de ces écoles ont les qualifications réelles pour pouvoir enseigner ces programmes? Chacun est libre d'ouvrir maintenant son école. Est-ce qu'il y a un contrôle en amont et en aval? Ça c'est un questionnement. Actuellement, les gens mettent trop en avant les diplômes. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, ils se retrouvent avec des diplômes miraculeux sans que les compétences n'y soient. C'est ce qui pose le plus grand problème actuellement. Sur un objectif prévisionnel de 5 000 emplois en 5 ans, l'État a réussi en 4 ans à créer 234 260 emplois, selon le Premier ministre. Toutefois, des efforts seront fournis pour que l'objectif soit atteint avant 2017.
Lucida Sagna, justement, notre dossier du jour s'intéresse à la lancinante question de l'emploi des jeunes. Avec un objectif global de 500 000 emplois, le régime en place affirme en avoir créé plus de 230 000 depuis son accession au pouvoir. Des diplômés et des non-diplômés ont pu en bénéficier. Une thèse réfutée par une frange importante de l'opposition. Plus de 230 000 emplois créés, mythe ou réalité, c'est un sujet de Mansour Sow. Plus de 230 000 emplois créés de 2012 à nos jours. Voilà entre autres ce qui est ressorti du Conseil interministériel sur l'emploi des jeunes. Ce chiffre rend-il compte fidèlement de la réalité du terrain, mythe ou réalité? En tout état de cause, les langues se délient. Il faut que l'État cesse de manipuler des statistiques. Ils le font avec les statistiques relatives à l'emploi. Ils le font avec les données relatives à l'agriculture. C'est le mal de l'État sénégalais, la manipulation des statistiques, la manipulation des chiffres. C'est un conseil interministériel de trop concernant l'emploi, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous savons tous, en tout cas tous les Sénégalais, à commencer par les jeunes, qu'il y a un ralentissement économique dans ce pays. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment aujourd'hui l'État peut, en tout cas, démontrer qu'ils ont créé plus de 200 000 emplois, 275 000 emplois. Donc je pense qu'il serait bon, en tout cas, qu'ils nous donnent les statistiques, secteur par secteur, pour montrer aux Sénégalais qu'ils ont quand même créé ce nombre d'emplois. L'État du Sénégal, dans sa politique d'emploi des jeunes, a mis en œuvre un certain nombre de mécanismes et programmes. Objectif, résorber le gap en matière d'emploi des jeunes, la frange la plus représentative de la population. C'est le cas des domaines agricoles communautaires, un programme qui se veut un instrument majeur pour la promotion de l'emploi en milieu rural. Aujourd'hui, 1 an et demi après avoir démarré CFA, Kédougou Itato, Keur Sambakan et Keur Momarsar, nous pouvons annoncer avoir contribué à créer jusqu'en février 2016 10 055 emplois, je précise, temporaires. Le Haut Conseil de l'emploi et de la formation, réactivé dans l'optique d'assurer le suivi des programmes liés à ce secteur. C'est certain, salue la mise en place de cette institution. D'autres, par contre, n'en voient pas la nécessité. C'est une très très belle initiative que le Premier ministre a dû prendre hier. Parce que vous savez, la question de l'emploi aujourd'hui, elle est transversale. On ne devrait pas simplement s'attendre à ce que ce soit le ministère de la Jeunesse qui la prenne à bras le corps, seul. Il faut que chacun des départements ministériels puisse justement apporter des éléments qui puissent contribuer justement à faire comprendre au gouvernement, enfin à toute l'opinion publique, les emplois, la stratégie et surtout le compteur des emplois dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que chaque département, chaque projet, qu'il y ait une coordination. La création d'emplois a des préalables. La création d'emplois ne se fait pas ex nihilo. Pour qu'il y ait emploi dans un pays, dans une économie, il faut qu'il y ait de la croissance. Sans croissance, on ne peut pas parler de création d'emplois. Et malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, notre croissance est une croissance extravertie. Il y a une direction de l'emploi qui est logée au ministère. Donc je ne vois pas aujourd'hui la nécessité encore, en plus de venir doubler et de loger en tout cas ce haut conseil à côté du Premier ministre, si je comprends bien ce qu'ils ont dit, en tout cas dans leur communiqué. Donc pour nous, ce conseil n'est qu'un conseil de trop. Le chef de l'État, le président Macky Sall, avait dans son programme Yoonu Yokkute promis 500 000 emplois. À ce jour, beaucoup se demandent comment compte-t-il faire pour résorber les 300 000 nouveaux demandeurs qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les ans. Sans oublier le casse-tête du secteur informel qui emploie plus de 75% des travailleurs.
Nous changeons de registre. La Cour suprême et l'autorité de régulation des marchés publics sont en conclave à Saly-Portudal, un cadre d'échange destiné à trouver une solution à la lenteur du jugement des contentieux sur la passation des marchés publics. Des échanges qui, selon les représentants des deux structures, vont permettre de poser des jalons pouvant accélérer les procédures de jugement liées à ces contentieux. La correspondance de Momodou Diop. Les lenteurs dans le jugement des contentieux liés à la passation des marchés publics doivent être définitivement réglées. C'est en tout cas l'ambition de la Cour suprême et de l'Agence de régulation des marchés publics. Vu l'urgence de l'heure, les deux entités sont à Saly-Portudal pour se pencher sur les jalons à poser pour une amélioration des procédures. Pour le traitement de chaque affaire, la loi nous impose des délais. Et à la pratique, nous nous rendons compte que ces délais n'étaient pas pertinents pour les procédures de passation de marchés publics, parce que c'est des délais qui vont de 6 mois à 1 an. C'est un problème sur lequel nous discutons encore pour essayer d'adopter des délais de traitement plus adaptés à ce type de contentieux. Dans ce cadre, il est important de créer un espace de dialogue entre les deux institutions. Le juge et le régulateur doivent bâtir une certaine complémentarité. Le président de la Cour suprême n'a pas manqué de déplorer l'exécution de certains marchés avant l'intervention des juges. Nous avons cette difficulté. Il est arrivé que des procédures de passation de marchés publics fassent l'objet de recours devant la Cour suprême. Et nous avons constaté que parfois, avant que n'intervienne la décision de la Cour, les marchés sont exécutés. Ça pose plusieurs problèmes. Il y a le problème pour les autorités contractantes de l'urgence, de l'intérêt général, et il y a le problème pour les juges de la Cour suprême que nous sommes de respecter les délais que nous impose la loi. Mamadou Badio Camara a également informé que le volume des dossiers posés sur la table est très élevé. C'est la raison pour laquelle, dit-il, il faut accélérer les procédures pour pouvoir vider dans les délais tous les dossiers. Je l'annonçais en titre, plusieurs tonnes de viande d'âne circulent dans le marché sénégalais. Une confirmation de la SOGAS, un fait qui empêche beaucoup de citoyens de déguster des plats à base de viande en toute quiétude. Certains ont même changé leurs habitudes alimentaires. Ils privilégient le poisson. Toutefois, dans certains points de vente, comme à la rue 5, angle 6 de la Médina, les vendeurs de viande nous certifient que leur marchandise est halal. Le sujet est de Ndeye Fatimlo. L'information émane du service de l'élevage. 55 tonnes de viande d'âne en circulation, situation qui indispose les consommateurs la peur au ventre. Je suis très inquiète. J'ai vu à la télé qu'il y avait de la viande d'âne sur le marché. C'est pas sûr. Pour l'instant, je préfère consommer du poisson. Toutefois, cette situation ne freine pas cette vendeuse de petit déjeuner qui vend toujours des brochettes de viande, sauce accompagnées de viande, entre autres. Je ne suis pas inquiète puisque je reconnais la qualité de la viande. Il y a une partie de ma clientèle qui ne veulent plus acheter mes sauces de viande. Hier, quelqu'un m'a dit de lui vendre des haricots ou du petit pois. Il ne touche plus à la viande. À la rue 5, angle 6 de la Médina, chez Madiké, très connu grâce à ses vendeurs de viande, c'est l'affluence. Les vendeurs rassurent, leur viande est en règle. Nous achetons des moutons, puis nous les amenons au niveau de la Seras pour l'abattage. Voici les documents qui le certifient. Regardez bien. Nos moutons viennent de la Seras. Nous n'en vendons pas et j'en suis sûr qu'il n'y en aura jamais. Chaque matin, nous vérifions la viande qui entre ici. Il continue en affirmant que la vente de viande d'âne existe depuis des années au niveau de la Seras. C'est l'État qui a autorisé l'abattage des chevaux et des ânes en vendant la peau à 35 000 francs. Les malfaiteurs ont commencé à infiltrer le marché en pratiquant des abattages clandestins et des ventes de viande illicites. J'ai entendu qu'au niveau de la Seras, il y avait la vente de viande d'âne. Puis, l'activité a été arrêtée. Ce n'est vraiment pas bien pour la réputation des Seras.
Depuis l'annonce de la commercialisation de la viande d'âne dans le marché, c'est la psychose chez certains consommateurs qui ont trouvé comme solution d'arrêter tout simplement de consommer de la viande. Nous restons dans le chapitre social. Les faits divers font l'affaire d'une certaine presse. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne soient relayés dans les journaux. Certains quotidiens n'hésitent pas à en exposer, à les exposer, à la une de leur tabloïd. Aussi choquant que cela puisse paraître, des professionnels des médias expliquent ce phénomène par le fait que le sensationnel vend plus au Sénégal. Quelle est la part de responsabilité des journalistes dans la diffusion des faits divers? Voyons ce qu'ils ont confié à Abigail. Les faits divers occupent actuellement une place importante dans la diffusion de l'information, un phénomène qui s'explique d'une part par la sensibilité des Sénégalais et d'autre part par le fait que cette rubrique vend plus les journaux. Beaucoup de journalistes disent que parfois ce sont les Sénégalais qui aiment ça, alors que moi je déteste ça, je dis non. Parce qu'on nous a imposé les faits divers, on nous a poussé à aimer les faits divers. On ne retrouve que les faits divers dans nos journaux, donc raison pour laquelle on n'a pas le choix. On est obligé à regarder les faits divers, à par exemple lire les sites internet qui traitent les faits divers, etc. Tous les journaux traitent ces histoires de faits divers-là. Non seulement parce que ça vend, c'est des faits qui vendent. La population est trop sentimentale, je peux dire. Regardez par exemple, si vous faites le constat, les émissions, certaines émissions qui parlent souvent de faits divers sont les plus suivies. Certains professionnels des médias jugent inopportun de mettre un fait divers à la une d'un quotidien. Les faits divers peuvent au moins occuper les dernières pages ou bien les pages de l'intérieur du journal, mais aller jusqu'à donner ou bien mettre une information fait divers en une, ça c'est trop faire. Ils invitent leurs confrères à s'autocensurer sur certaines informations. Le journaliste doit être capable de s'autocensurer pour certaines informations. Il y a de ces choses qui ne méritent pas d'être publiées et ça y va vraiment de la responsabilité et surtout de la crédibilité du journaliste. Et ça, c'est surtout un problème de formation qui se pose au niveau de nos journalistes. Les journalistes ont maintenant tendance à privilégier le sensationnel au détriment de l'information, un phénomène fustigé par bon nombre de professionnels des médias. Selon eux, c'est abusé de mettre un fait divers à la une d'un quotidien. La décharge de Mbebes est devenue pour beaucoup de recycleurs la caverne d'Ali Baba. Bon nombre d'entre eux arrivent à gagner dignement leur vie dans ce dépotoir à ciel ouvert. En peu de mots, le recyclage nourrit bien son homme. Toutefois, ces récupérateurs précisent qu'ils font face à de nombreuses difficultés. Ils sollicitent l'appui des autorités étatiques pour une revalorisation de leur métier. Abdoulaye Wanyanga s'est rendu sur place. Regardez. Sur les lieux, c'est une odeur nauséabonde qui s'y dégage à cause des nombreuses ordures ménagères. Et pourtant, cet endroit est fréquenté par bon nombre de citoyens sénégalais pour y mener des activités de recyclage, une façon pour ces derniers de gagner leur vie de façon digne. Nous sommes plusieurs pères de famille qui viennent ici pour vraiment gagner notre vie. La plupart d'entre eux s'activent dans la vente de la ferraille, mais ils ont vu ces derniers jours leur chiffre d'affaires réduit en baisse avec la privatisation de la vente de la ferraille, comme en témoigne ce vendeur. Depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, la ferraille ne marche pas parce qu'il a privatisé le secteur. Sans prendre le contre-pied de son prédécesseur, ce ferrailleur déclare également que le travail ne marche plus comme auparavant. Les affaires ne marchent pas comme auparavant. C'est une situation qui est devenue inquiétante. Ne sachant ainsi à quel sens se vouer, il lance un appel à l'endroit des autorités étatiques à leur venir en aide. Les autorités doivent faire le nécessaire pour nous venir en aide, parce que nous sommes également des citoyens en part entière. Et la décharge de Mbebes est considérée comme une bombe écologique. Cependant, plusieurs personnes mènent des activités de recyclage en son sein. C'est ce qui fait aujourd'hui que ce dépotoir d'ordures est devenu un véritable lieu de business pour bon nombre de citoyens.
Intéressons-nous à présent à la situation qui secoue également la Gambie. Le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest atteste que l'ONU va travailler avec ce pays pour la tenue d'une élection pacifique et crédible. L'organisation demande la liberté provisoire pour toutes les personnes arrêtées durant les manifestations. Mohamed Imd Chambas s'exprime au micro d'Andei Fatimlo. Nous avons eu des discussions avec le gouvernement, des institutions chargées de gestion des élections, la société civile. Nous avons offert l'appui de toutes les trois organisations de travailler avec la Gambie pour créer une atmosphère propice pour des élections libres, crédibles et pacifiques. Aussi, nous avons discuté avec les autorités l'événement du 14 et 16 avril dernier. Et dans ce cas, nous avons demandé la liberté provisoire de tous ceux qui étaient arrêtés après les manifestations qui, dans notre entente, étaient des manifestations pacifiques. On va continuer de travailler avec la Gambie. Pour parler de l'actualité internationale, nous irons en Turquie. Le Parlement a largement approuvé ce vendredi un projet de réforme controversé pour lever l'immunité des députés visés par des procédures judiciaires. Mais allons d'abord au Mali. 5 casques bleus de la mission onusienne ont été tués mercredi 18 mai dans la région de Kidal. L'attaque a été revendiquée jeudi par le groupe djihadiste Ansar Dine. Le point avec Ousmane Sissé. C'est ce que les spécialistes appellent une attaque complexe. Les casques bleus de nationalité tchadienne escortaient un convoi